Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le jeudi 5 juin. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous savoir à l'écoute encore ce matin, merci d'être des nôtres. Je voulais commencer l'émission aujourd'hui avec une note un petit peu plus personnelle parce que je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier d'être à notre écoute et de nous choisir matin après matin. Ça fait 3 ans, moi, que je suis à la barre de la Une et puis de saison en saison, selon les résultats d'écoute que l'on obtient, il y a toujours un peu plus de monde et un peu plus de monde à l'écoute. Fait qu'un peu, mais ça finit par faire pas mal plus de monde à l'écoute au fil des années. Alors, on est très content d'avoir eu ces résultats-là. Hier, vous en avez peut-être entendu parler de la part de mes collègues depuis qu'on a reçu ces chiffres-là. Au-delà des chiffres, ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on a un rôle dans votre vie et qu'on vous apporte l'information du matin la plus fraîche, ce qu'il y a de plus nouveau. C'est notre mandat, c'est notre mission. On prend ça très à cœur et on est très content de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écoute. Et ça, ce sont les chiffres hier qu'on a obtenus pour la grande région de Montréal. Et au cours des derniers jours, j'ai vu des collègues aussi dans différentes régions des stations de Radio-Canada afficher des commentaires à l'effet qu'il y a aussi de très, très bons résultats un peu partout dans tout le réseau à Radio-Canada. Donc, peu importe d'où vous nous écoutez, merci d'être là au nom de toute l'équipe d'À la Une. Et c'est bien sûr les gens que vous entendez en ondes tous les matins, Véronique, Vincent, Olivier, Jean-Philippe, mais aussi l'équipe en régie. Un grand merci à Marie-Michel et à Sylvain, notre technicien qui est là généralement, remplacé aujourd'hui par Mathieu. Merci de faire de cette émission ce qu'elle est. C'est très agréable de se lever le matin et de venir travailler avec toute cette belle bande. Alors, voilà, ça c'est dit. Maintenant, on passe aux actualités. Véronique et Vincent sont déjà en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vincent, on va revenir sur le décès de Marc Garneau. Hier, c'est tombé en fin de journée, début de soirée. Premier astronaute canadien à aller dans l'espace. Donc, on a appris son décès hier. Oui, Marc Garneau qui est décédé à l'âge de 76 ans. Il était atteint d'un cancer. Et oui, on se souvient de lui comme ministre des Transports, comme ministre des Affaires étrangères, comme député fédéral. Mais ce qui a marqué, c'est bien sûr le fait qu'il a été le premier Canadien dans l'espace. On se souvient, pour les plus vieux, pour les gens de mon âge, de cette mission du 5 octobre 1984. On vous en parle un peu plus tard. Parfait, on va y revenir dans les prochaines minutes. Je parlais des gens que vous entendez en ondes tous les matins. Il y a aussi Alexandra Chatzka, comme tous les jeudis, qui sera avec nous. Et elle va revenir sur les élections en Pologne en deuxième partie d'émission. Pour tout de suite, Véronique, quelle belle journée. Hier, oui. Du temps doux, du temps chaud. On était en été tout d'un coup. On était en été tout d'un coup et on a atteint la barre des 30 degrés à Montréal pour la première fois. Du côté de Gatineau, Sherbrooke également, Mont-Laurier, il a fait 32 du côté de Saguenay hier. Et on a battu un record à Gaspé, 29,5, record battu datant de 1972, qui était de 26,7. Donc oui, chaleur, humidité aussi quand même. On le ressentait en après-midi. Bon, je vous dis pas que ça va changer radicalement. Là, on reste dans des températures estivales, mais les conditions du ciel vont s'ennuager un petit peu. Alors, il y a un passage d'un front aujourd'hui. C'est un ennuagement qui va se faire tranquillement. Secteur de l'Outaouais et Laurentides en premier. Par la suite, ça touchera Montréal. L'Estrie, Québec, on s'en sort quand même avec du beau temps. L'ennuagement va se faire plus tard cet après-midi. Et évidemment, c'est un front qui passe. Donc, probabilité d'averse, risque d'orage. Plus élevé au nord du fleuve, je dirais 60 %. Et lorsque ça descend, ça s'écrase un peu, 40 %. Probabilité d'averse, risque d'orage cet après-midi. On retrouvera du 24 à 26 degrés. Indice humidex autour de 30 encore. Donc, ça va descendre tranquillement l'humidité, mais on va maintenir des températures d'été. Vendredi, 24 à 26 toujours.
la fin de semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, une fin de semaine agréable. Avec du beau temps. Avec du beau temps OK. et des températures qui vont ressembler à l'été. Donc, samedi, ça va être hésitant un peu. Là, il restera encore un fond d'instabilité. Variable, éclaircie, probabilité d'averse 40 en après-midi, autour de 25. Et dimanche, le soleil sera là. Une belle journée, là, 24 à 25 Ça fait du degrés bien entendre aussi. ça. Alors, ce sont de belles nouvelles. D'ici là, le beau temps revient aujourd'hui du côté de l'Abitibi. Le maximum, c'est 25. Il y a encore des averses qui traînent un peu. La portion ouest du Québec, ça devrait cesser cet après-midi vers le Saguenay. Les températures seront moins élevées qu'hier, mais ça reste humide. 23, c'est le maximum. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, généralement nuageux. On aura quelques averses et un risque d'orage cet après-midi. Jeune vingtaine, côté maximum. Encore un fond d'humidité dans l'air. En territoire ontarien, variable à ensoleillé sur la portion nord et centre. Des avis sur la qualité de l'air pour le nord de l'Ontario principalement. 22-25 degrés. C'est plus nuageux lorsqu'on arrive vers Toronto, Windsor, Ottawa. La probabilité d'averse, le risque d'orage, 40 aujourd'hui. 20-23 degrés, mais là aussi, l'humidex demeure. Et pour ce qui est de l'ouest canadien, ça ne change pas. Les conditions sont variables. La probabilité d'averse, le risque d'orage, il est faible, 30 Les températures se maintiennent, 23-25 degrés. Et quand est-ce qu'il y aura de la pluie pour aider pour ces feux? Un petit peu au cours du week-end, mais encore là, on ne parle pas de quantité appréciable. Dans le nord des provinces de l'Ouest, ça en rendrait pas mal de C'est pluie difficile, pour donner un vrai bon coup de effectivement. main. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Back to Nugent Hopkins. McDavid. It falls. Scores! Leon Draisaitl, vous l'aurez compris, a marqué le but vainqueur dans cette première partie de la série finale de la Coupe Stanley. Je vous rappelle que la série oppose les Oilers d'Edmonton aux Panthers de la Floride. Et ce sont les Oilers, en temps supplémentaire, qui ont, Olivier, réussi à gagner. En période de prolongation. En période de prolongation, oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, en période de prolongation, effectivement, victoire de 4-3 des Oilers. Hier, je vois Vincent qui tapait du pied, qui semblait très heureux de cette victoire, comme plusieurs Très beau Canadiens. but, j'ai d'ailleurs, l'impression. en prolongation. Oui, effectivement. Et c'était un bon match dans l'ensemble aussi des Oilers. Je pense que ça a été un soulagement pour les partisans parce qu'on doit se ramener. Il y a un an, c'était la même finale entre les deux mêmes équipes et ça avait très mal débuté pour les Oilers avec 3 défaites consécutives. Ils avaient joué du hockey de rattrapage pour forcer un match numéro 7 crève-cœur pour les amateurs des Oilers. Et je pense que c'est important pour eux et pour l'équipe aussi de donner le ton, de marquer donc de belle façon ce début de série face aux Panthers de la Floride. Et c'est ce qu'ils ont fait hier. Leon Draisaitl, assurément, aura été le héros de ce match. Il a marqué le tout premier but de la rencontre après seulement 1 minute 6 secondes de jouer dans le match. C'était déjà 1-0 aux Oilers et c'est lui qui a marqué le but en prolongation. Il faut dire qu'il y a une autre peste qui a joué son rôle hier, c'est Sam Bennett qui a marqué 2 fois pour les Panthers de la Floride. C'est lui qui a donné les devants 3-1 en début de deuxième période. Et là, effectivement, il y avait peut-être un peu de doute chez les partisans des Oilers, mais très rapidement, on a répliqué avec un but que Sergei Bobrovsky aimerait revoir, là, un tir de Victor Arvidsson, qui l'a un peu traversé. Et là, ça a relancé tout ça. Et donc, les Oilers qui réussissent à aller signer cette première victoire. D'ailleurs, il y a Connor McDavid qui a réussi 2 passes dans le match et pour les marqueurs. Donc, 2 buts pour Leon Draisaitl. Victor Arvidsson a trouvé le fond du filet et le défenseur Evan Bouchard aussi a marqué. Voici les commentaires de McDavid lorsqu'on lui a parlé de Leon Draisaitl et surtout de sa contribution au sein de la formation. You can't put a number on it. He's invaluable. Does so many good things. Clutch, face-offs, you name it, he does it. Doesn't get enough respect or credit for his defensive abilities. When he's dug in, there's not many better, maybe nobody better. Donc, c'est difficile de quantifier sa contribution, une contribution qui arrive à point. On ne parle pas assez aussi de son apport défensif au sein de la formation. Et oui, il a marqué 2 buts hier, mais c'est effectivement un des gros éléments de cette équipe. Donc, on remet ça demain pour le match numéro 2, toujours à Edmonton. Je veux absolument qu'on parle de basketball parce que ce soir, c'est le premier duel entre les Montréalais Lugansdor et Bénédicte Mathurin dans la NBA. Les deux vont s'affronter dans leur équipe respective en grande finale en de la grande NBA. finale, c'est la première fois qu'on voit 2 Québécois donc, qui s'affrontent dans cette grande finale de la NBA, série qui débutera donc ce soir à Oklahoma City. Donc le Thunder qui accueillera les 2 premiers matchs de cette série. Effectivement, Lugansdor et Bénédicte Mathurin qui sont des amis qui se connaissent depuis très longtemps, qui sont originaires de Montréal-Nord, ici au Québec, et qui auront la chance de croiser le fer dans cette finale de la NBA. Et hier, les deux ont été rencontrés par notre collègue Ismaël Sy. Je me pose quelques questions sur les communications qu'ils ont. Il semblerait qu'ils aiment beaucoup s'échanger des textos, mais durant cette finale de la NBA,
ce sera un petit peu plus calme. Donc, on va garder donc cette distance nécessaire pour être capable de compétitionner l'un contre l'autre. Mais premier match ce soir, une série qu'on va regarder avec beaucoup d'attention. On parle des deux Montréalais, mais il y a aussi Shai Gilgeous-Alexander et Andrew Nembhard qui sont là, deux autres Canadiens aussi de cette finale. Donc, vraiment une belle représentation pour le Canada dans cette finale de la NBA. Et de quoi inspirer bien des jeunes qui, justement, s'adonnent à la pratique du basketball. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Alors, il a été officier de la Marine, député fédéral élu à 5 reprises, ministre des Transports, des Affaires étrangères. Mais Marc Garneau va aussi demeurer, et évidemment, on se souvient de lui comme ça, le premier Canadien à s'envoler dans l'espace, Vincent. On a appris hier donc le décès de M. Garneau emporté par un cancer à l'âge de 76 ans. Voilà, plusieurs Canadiens se souviennent de ce 5 octobre 1984. Pour la première fois, l'espace semblait tout à coup beaucoup plus accessible pour les gens de notre pays parce que pour la première fois, il y avait un Canadien qui s'envolait pour une mission spatiale. Spécial aussi. Spécial aussi. Et pour la première fois, j'ai retrouvé l'archive. La voix d'un Canadien nous venait de l'espace. D'être un Canadien, de voir mon pays de cette vue absolument fantastique. On s'aperçoit qu'on est très chanceux d'être Canadien et d'avoir un pays aussi beau et aussi immense que le nôtre. La communication est bonne, mais on voit à quel point ça a évolué aujourd'hui. C'est tellement encore plus clair. C'est très clair. On a une image beaucoup plus nette aussi. Oui. Marc Garneau a vraiment ouvert la voie. Il a réalisé 2 autres missions. Il a ouvert la voie aux Chris Hadfield, Julie Payette, David Saint-Jacques qui ont suivi par la suite. Il faut se rappeler, là, on est en 84. Oui. Le risque là, associé à ce genre de mission était certainement plus élevé qu'aujourd'hui. Marc Garneau s'est envolé à bord de la navette Challenger et 15 mois plus tard, on se souvient la tragédie, cette même navette qui se désintègre moins de 2 minutes après le décollage. Un rappel très tragique du niveau de risque associé aux voyages spatiaux. Cette grande part de risque, Marc Garneau en était conscient. Voici un extrait d'entrevue qu'il a accordé le jour du 40e anniversaire, c'était l'année dernière, de sa première mission spatiale. Je le savais, mais c'était dans l'abstrait, si vous voulez, un petit peu, parce que tout s'était bien passé pendant les 12 premières missions de la navette. Alors, j'étais quand même optimiste et puis il n'y a rien qui allait m'empêcher d'aller dans l'espace pour cette aventure extraordinaire. Au-delà du risque, il y avait la complexité. Vous l'avez entendu par le son, la technologie au début des années 80, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. La mission de Marc Garneau, c'était de développer des technologies canadiennes qui allaient permettre la construction de la Station spatiale internationale. On va écouter là-dessus l'astrophysicien Robert Lamontagne qui nous parle de Marc Garneau. Il était ce que les Américains appellent un rocket scientist, n'est-ce pas? Ça, c'est le summum de... On appelle ça, au Québec, on appelle ça une bolle, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Là. C'était vraiment quelqu'un... On lui explique quelque chose, il comprend, puis voici comment on va faire. Donc, très cartésien, calme, ce qui est une des qualités importantes quand on est dans l'espace. Oui, toute une carrière académique, une carrière scientifique. Il a aussi eu sa carrière politique. D'ailleurs, les députés présents hier aux communes ont observé une minute de silence en son honneur. Voilà, et le premier ministre Mark Carney a offert ses condoléances aux proches de Marc Garneau, à tous les Canadiens qui ont trouvé en lui une source d'inspiration. Même genre de message de la part du chef conservateur Pierre Poilievre. Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, avait aussi de bons mots pour Marc Garneau. Quand vous étiez de toute façon à côté de Marc Garneau, que vous soyez premier ministre, que vous soyez député, que vous soyez ministre, vous saviez qu'à la fin, la vraie star, c'était Marc Garneau parce que celui qui portait l'uniforme en bleu était toujours celui à qui les gens voulaient s'adresser, voulaient comprendre. Moi, je l'avais invité, je me rappelle, je pense que c'était une table ronde sur un sujet, puis après les 2 premières questions, je pense qu'on est tout de suite tombé dans l'espace, à savoir comment on vit dans une navette. Donc, Marc Garneau qui nous a quittés à l'âge de 76 ans. Merci Vincent. Je vous en prie. Il
Gabriel Lemarque-Ampero est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. On va commencer en parlant de ce coup dur dans l'industrie forestière qui retient l'attention. L'entreprise Rémabec sort le couperet et ferme ses portes, nous apprend la Presse Plus ce matin. Dès la semaine prochaine, les quelques 2000 travailleurs de la compagnie forestière vont perdre leur emploi pour une période indéterminée. Rémabec possède 7 installations au Québec réparties en Mauricie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. Bûcherons, transporteurs, mécaniciens, affûteurs, opérateurs de scierie. Personne n'est épargné, nous dit la Presse Plus ce matin. Les représentants syndicaux qui ont appris la nouvelle mardi. Rémabec qui n'a pas encore annoncé officiellement, publiquement, ses coupes ni les raisons qui motivent cette décision. Il y a un nouveau programme d'enseignement de la médecine qui pourrait voir le jour au Québec. Et c'est ce qu'on apprend ce matin dans les pages du Soleil. Le Québec compte 4 facultés de médecine au sein des universités Laval et McGill. Or, le gouvernement va annoncer aujourd'hui un montant de 350 000 $ accordé au réseau de l'Université du Québec pour faire avancer le projet pour créer une 5e faculté de médecine qui prioriserait le réseau public, la médecine familiale et les régions du Québec. Les premiers étudiants n'amorceraient pas leur cours de médecine dans le réseau avant au moins 5 ans, nous dit Le Soleil ce matin, qui s'est entretenu notamment avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, qui, elle, mentionne en entrevue que l'argent va servir à démontrer à quel point les établissements de l'Université du Québec peuvent assurer d'une meilleure rétention de médecins en région si on délocalise davantage de programmes de médecine. D'ailleurs, parlant de santé, vous lirez ce matin le texte de Denis Wong à la une de notre site Internet. On apprend que Santé Québec met fin au plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes. Un plan qui est en vigueur depuis 2017, une stratégie du ministère qui soutenait les organismes spécialisés qui s'adressent directement aux hommes de la province et qui facilitait leur mobilisation avec les établissements de santé. D'ailleurs, il y a une coalition de regroupements nationaux qui déplore cette décision de Santé Québec. Les Américains, semble-t-il, en tout cas des Américains, s'ennuient de nous. Oui, c'est la une ce matin du Journal de Montréal, des hôteliers, des restaurateurs et des autres sur Airbnb au sud de la frontière qui sont en mode grande séduction pour reconquérir les Québécois. Dans l'État du Maine, la gouverneure a pour la première fois décidé d'installer des panneaux qui souhaitent la bienvenue aux Canadiens, le tout écrit en français. Et d'ailleurs, CA Québec qui confirme que les Québécois vont se détourner massivement des États-Unis cet été. Seulement 4 % des Québécois prévoient de se rendre en territoire américain pour leurs vacances estivales comparativement à 12 % à pareille date l'an dernier, selon ce plus récent sondage de CA Québec. Et près d'une centaine de lauréats du prix Nobel lancent un appel pour venir en aide à la République démocratique du Congo. Dans une lettre ouverte publiée ce matin par le quotidien Le Monde, 75 prix Nobel exhortent la communauté internationale à mettre un terme à la tragédie que vit le Congo. Depuis plus de 30 ans, le pays qui est plongé dans un conflit armé non résolu, un conflit qui oppose le M23 aux forces gouvernementales. Alors, cette lettre ouverte publiée dans Le Monde ce matin appelle la communauté internationale à agir pour mettre fin aux souffrances du peuple congolais. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée à demain. Bonne journée. Et je retrouve avec plaisir à cette heure-ci, en ce jeudi, Alexandra Chatzka pour sa chronique européenne. Bonjour, Alexandra. Bonjour Mathieu. On va se parler ensemble de la Pologne. Il y a eu ce second tour de l'élection présidentielle et qui a porté au pouvoir par une très, très, très mince majorité le candidat du Parti nationaliste Droit et Justice, le populiste de droite, oui, Karol Nawrocki. Ça signifie donc pour ce pays de 37 millions d'habitants et pour son voisin, l'Ukraine, dont la Pologne était un soutien indéfectible. Donc, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sera l'impact, dans le fond, de cette élection sur l'ensemble de l'Union européenne? Ben, d'abord, sur la Pologne, ça montre que c'est un pays divisé géographiquement, divisé entre hommes et femmes, divisé entre générations parce que, par exemple, toutes les grandes villes ont voté pour Rafał Trzaskowski, le candidat des faits, le libéral maire de Varsovie, qui a été élu 2 fois à la tête de Varsovie et avec une majorité confortable. Les femmes ont voté en très grande majorité pour lui.
Les très jeunes, par contre, les 18-29 ans, ont voté pour celui qui a gagné les élections, Karol Nawrocki. Et c'est un vote surtout de non-confiance de la moitié de la population du pays, de la Pologne, au parti Plateforme civique qui était derrière le perdant, mais qui a gagné les élections législatives il y a moins de 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en a parlé, à la tête d'une coalition qui a promis le retour à l'état de droit après 8 ans de règne du parti Droit et Justice. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est le parti qui est derrière le président gagnant cette fois-ci, qui a vraiment détricoté systématiquement l'indépendance des médias, l'indépendance des tribunaux, tout ce qui constitue un état de droit. Alors, cette promesse de Donald Tusk, qui est à la tête de la coalition qui a pris le pouvoir il y a 2 ans, n'a pas été réalisée, entre autres parce que plusieurs de ces réformes ont été bloquées par le président sortant, Andrzej Duda, qui était aussi de Droit et Justice. Et en Pologne, le président a le droit de veto. Il peut bloquer à peu près toutes les lois, toutes les réformes. Et maintenant, la cohabitation donc entre Nawrocki et ce gouvernement de centre-gauche promet d'être encore plus difficile parce que Nawrocki a promis de bloquer encore plus agressivement toutes les réformes de ce gouvernement qui est là depuis moins de 2 ans. Donc, ce sera une cohabitation difficile. Le parti Droit et Justice appelle déjà à de nouvelles élections et Donald Tusk, le premier ministre, vient de demander le vote de confiance au Parlement. Ça sera le 11 juin prochain. On verra si le gouvernement va tenir en place. Sinon, ce sera de nouvelles élections. Cette cohabitation, est-ce que ça va avoir un impact sur les relations avec l'Ukraine, sur les relations de la Pologne avec l'ensemble de l'Europe? Parce que la place de la Pologne, quand même, s'est agrandie là, au fil des dernières années. Là. Absolument, la Pologne est devenue un joueur majeur. Karol Nawrocki est un président sans expérience politique. Il n'a jamais été élu à aucun poste. C'est un historien de 42 ans qui a été mêlé à toutes sortes d'affaires louches qui sont sorties pendant la campagne électorale. C'est un ancien directeur de l'Institut de la mémoire nationale, un nationaliste anti-européen, anti-ukrainien. Il est contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, par exemple, ou dans l'Union européenne. Il n'a pas hésité de dire que la Pologne en a assez de ce million de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés depuis le début de la guerre et que le président Zelensky n'est pas assez reconnaissant. Vous reconnaissez la rhétorique de la fameuse rencontre à la Maison-Blanche entre Trump et Zelensky où Trump a traité Zelensky d'ingrat. Alors voilà, on y est aussi en Pologne. Le président élu a d'ailleurs rencontré Donald Trump et il a fait une belle photo avec lui. Et le mouvement MAGA a appuyé donc Nawrocki ouvertement. Tenez-vous bien, le CPAC, le Conservative Political Action Conference, a organisé sa dernière conférence en Pologne, dans une des villes, la seule grande ville qui a voté pour le président gagnant, pour Nawrocki. Alors, c'est juste pour vous dire. Et la fameuse Kristi Noem, la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, est allé en Pologne pour appeler les Polonais à voter pour Nawrocki. Alors, Trump, qui a déjà dit que l'Union européenne a été créée pour nuire à l'Amérique, il a aidé en fait à faire élire le président qui va nuire à l'Union européenne. Un président que j'appellerais « Make Poland Great Again ». Alors, avec lui, la Pologne rejoint le camp des Orbán, des Fico, des anti-Bruxelles avérés et acerbes, au moment où la Pologne est devenue, comme vous disiez, un joueur majeur en Europe, en appui à l'Ukraine, entre autres avec son budget militaire de près de 5% du PIB, le plus important d'Europe. On doit s'arrêter là-dessus, Alexandra Chatzka. Merci beaucoup. On se reparle jeudi prochain. Au revoir. Au revoir. À jeudi. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Encore une fois, un grand merci de votre écoute. C'est très satisfaisant de vous savoir justement à l'écoute tous les matins. On espère que cette émission vous plaît. Et puis, je vous laisse au bon soin de vos équipes du matin qui prennent le relais dans les prochaines minutes. Et je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée, bon jeudi. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.